Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Alors, aujourd'hui, on va parler du Bitcoin, bien évidemment. Le niveau critique a été atteint et je vais m'efforcer une fois de plus d'essayer d'apporter un maximum d'informations pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut vendre, bien que ce ne soit pas vraiment, on va dire, une question qui ait une réponse claire, hein. Malheureusement, l'investissement, c'est pas aussi simple que ça. Je vais quand même vraiment m'efforcer dans cette vidéo d'expliquer en fait le raisonnement qu'il faut absolument avoir quand on souhaite investir pour acheter ou pour ensuite revendre pour prendre des plus-values. Alors, on va parler premièrement du Bitcoin et ensuite un petit peu de l'Ethereum et notamment du réseau Ethereum qui est complètement surchargé. Les frais, ils ont explosé. On va un petit peu parler de ça également. Alors, premièrement, je vous mets là le graphique du Bitcoin. Donc, comme toujours, hein, on prend du recul et là, on est sur un niveau décisif. Actuellement, on a cassé donc la première, on va dire la première zone qui était très très importante sur laquelle on a consolidé durant plusieurs mois. Le prix ne bougeait quasiment plus. Juste là, vous le voyez, en dessous de la belle droite de tendance qui est en blanc et on l'a cassé par le haut. Premier signal d'achat, justement, quand le prix du Bitcoin a cassé et a dépassé les 10 500 $. Ensuite, le prix, il a consolidé de nouveau et il a plutôt ralenti, pas encore vraiment consolidé, mais il a plutôt ralenti sur la dernière zone des 12 000 $. On le voit par le dernier rectangle en blanc sur le niveau des 12 000 $. C'est vraiment la dernière zone de résistance qui peut vraiment bloquer le prix du Bitcoin et le renvoyer plus bas. Donc c'est pour ça que on est vraiment actuellement sur un niveau qui est décisif. Honnêtement, à l'heure actuelle, on voit qu'on est plus en train d'être bloqué que de vouloir casser cette zone. Donc ça, il faut quand même le prendre en compte. Donc concrètement, la question qu'on se pose, c'est OK. Donc dans ce cas-là, je dois faire quoi? Je dois acheter, je dois attendre que ça baisse. C'est le dilemme. C'est tout le temps le même dilemme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut attendre que ça baisse ou est-ce qu'il faut rentrer maintenant? Malheureusement, en investissement, il n'y a pas juste noir ou blanc. C'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que, oui, vous pourriez très bien rentrer maintenant sur le niveau en fait des 12 000 $. C'est un niveau qui peut paraître cher actuellement. Sauf que si on prend du recul et qu'on se dit, dans une tendance plutôt haussière, si le Bitcoin continue en fait dans cette dynamique, le Bitcoin pourrait très bien aller chercher les 20 000, puis ensuite, on va dire, allez, pourquoi pas, dans quelques mois, voire quelques années, les 50 000 $. Moi, je trouve que c'est une target qui est beaucoup plus atteignable plutôt en fait que de fantasmer sur le Bitcoin à 1 million $, par exemple. Je trouve que 50 000 $, c'est pour le coup une première cible, qui peut être assez intéressante. Donc on se dit quoi? On se dit OK, donc 50 000 $, là on rentre maintenant à 12 000. Bon, ça fait quand même, on va dire, une performance qui est pas négligeable. En l'espace de quelques mois, voire quelques années, multiplier par 4, par 5 son capital, c'est quand même pas donné à tout le monde. Donc on pourrait se dire que c'est pas si mal que ça. Oui, sauf que le marché, il monte pas en ligne droite. Un marché ne monte jamais en ligne droite. Ça, il faut vraiment l'ancrer en fait dans sa tête, c'est important. Le marché va systématiquement monter, puis ensuite corriger. Et si le marché monte très très fort, il va corriger très très fort. C'est obligatoire. Donc je sais que on a toujours tendance à croire que mais non, ça monte, ça fera que monter. Vous le verrez qu'à un moment, ça va se retourner et beaucoup de personnes vont justement se faire laminer par le marché. Là, actuellement, il y a pas mal de cryptos qui montent fortement. On entend beaucoup parler en fait de personnes qui s'excitent dessus. Je pourrais citer par exemple le Link aujourd'hui. Le Link, j'ai limite l'impression que tout le monde se met à acheter en fait du Link maintenant. Si on regarde le graphe, là je l'ai pas, mais si on le regarde et qu'on prend du recul, le Link, il a multiplié plus que par 10, par 20, par 30, par 40 par rapport à il y a quelques mois. Donc si vous pensez vraiment que le Link va continuer à monter comme ça, honnêtement, vous êtes bien naïf. Parce qu'il y aura une phase de correction qui a peut-être déjà commencé et le prix pourrait bien retomber. Donc c'est pour ça que je vous dis que le prix ne monte pas en ligne droite et plus il va monter fortement, plus la chute sera violente. Donc ça, il faut vraiment en être conscient. Parce que malheureusement aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop de personnes qui sont beaucoup trop naïves par rapport à ça. Donc le Bitcoin, qu'est-ce qui pourrait se passer? On est sur un niveau qui est décisif.
Mais ce niveau, on pourrait ne pas le casser. Ce niveau, on pourrait au final repartir, on va dire, plus bas, être rejeté par ce niveau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mettez tout votre capital d'investissement maintenant, vous prenez le risque que le Bitcoin baisse de 10, 20, 30%. C'est largement possible. Quand on connaît en fait bien le Bitcoin, on peut très bien avoir ces phases de correction. Moi, honnêtement, aujourd'hui, j'imagine qu'un Bitcoin qui passerait de 12 000 à 9 000 $, ça me choquerait absolument pas. Donc la question, c'est est-ce que psychologiquement, vous êtes prêt à accepter ça? Et en général, c'est non. En général, vous allez acheter du Bitcoin à 12 000, vous allez commencer à le voir baisser et vous allez systématiquement vous dire « Ok, je le revends pour acheter plus bas ». Toujours, c'est systématique. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme à chaque fois, vous n'allez pas le racheter plus bas parce que vous allez vous dire « Là, c'est pas assez bas, il va aller encore plus bas », alors qu'au final, il va repartir, il va rebondir et voire même dépasser votre niveau de vente. C'est systématique. C'est systématique. On va dire que la plupart des débutants se font tout le temps avoir comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut tout simplement diviser en 3 son capital d'investissement. Si on veut, là c'est un exemple, investir que dans le Bitcoin, on se dit ok, on va mettre une première cartouche. En général, la première cartouche, ça ne doit pas être la plus importante. C'est plus la deuxième qui doit être importante et garder une troisième au cas où, mais les chances pour que vous ayez à l'utiliser en général sont plutôt faibles. Donc là, juste par exemple, c'est un exemple, rien de plus. Vous mettez une première cartouche, par exemple 20-25% de votre capital maintenant. Le prix baisse, génial, il baisse aux 9 000 $. Magnifique, j'ai réussi à deviner en fait l'avenir. Bref, là vous mettez votre deuxième cartouche parce que c'est un niveau qui est très important, c'est un niveau de support qui est vu par beaucoup d'acteurs de marché. Donc là vous mettez une plus grosse cartouche, par exemple 40%, 50%. Si le prix continue encore à baisser, vous vous dites bon, le dernier support, allez, c'est à peu près aux 6 500 $. Aujourd'hui, c'est à peu près le dernier support à mon sens qui est soutenu notamment par la moyenne mobile à 200 périodes en hebdo. Eh bien, on pourrait se dire là, je mets ma dernière cartouche. Donc de nouveau, on re-rentre. Et là, on aura un prix moyen d'achat qui va être bien meilleur que si on était rentré à 12 000 $. Sauf que, qu'est-ce qui nous dit en fait qu'on va avoir une vague de baisse maintenant? On n'en sait rien. Donc vous mettez quand même votre première cartouche. Au final, si le prix continue à monter, c'est pas grave. Par contre là, il faudra juste modifier un petit peu votre plan parce que vos espérances d'achat plus bas risquent d'être un petit peu impactées par le fait que le Bitcoin continue encore à monter. Donc ça veut dire qu'il faudra peut-être rehausser un petit peu vos niveaux d'achat et vous dire, je vais encore attendre qu'il y ait une phase de correction parce qu'il y aura une phase de correction. Ça, il faut bien se le mettre en fait dans la tête. Il y aura des phases de correction qui peuvent durer plusieurs semaines. Donc c'est pas juste des baisses en éclair qui vont durer que quelques heures. Non, non, il y aura des vraies baisses qui vont durer plusieurs semaines. Maintenant, il faut quand même pas oublier que la phase haussière peut elle aussi durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voilà. Donc il faut être patient. La patience, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la chose la plus importante pour un investisseur et même pour un trader. Si on n'est pas patient, en général, on fait que des mauvais choix. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'il faut réfléchir pour correctement rentrer dans un marché. Il ne faut pas juste regarder ce que disent les gens et se dire, ok, lui dit que ça va monter, lui aussi, il dit que ça va monter, donc allez, boum, je rentre. Non, ça c'est faire n'importe quoi, d'accord? Donc vraiment, il faut être beaucoup plus intelligent quand on rentre et on rentre toujours en plusieurs temps et c'est justement pour les raisons que je viens de vous expliquer parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On n'est pas là pour deviner l'avenir, on n'est pas là pour jouer, on est là pour investir et gérer correctement ses risques. Allez, là si je zoome un petit peu plus sur le Bitcoin rapidement, donc là on se met en daily, qu'est-ce qu'on a? On a un biseau ascendant, donc c'est une figure de compression à la suite d'une impulsion haussière, mais on est en plein sur la zone de résistance et j'ai envie de dire c'est plus une figure de retournement. Donc c'est une figure qui a plus de chances d'être cassée par le bas que par le haut. C'est juste des statistiques, ça ne veut pas dire que ça va forcément casser par le bas. C'est juste qu'il y a plus de chances. Statistiquement, ce type de figure va plus avoir tendance à casser par le bas. Et c'est pour ça que pour moi, ça ne me choquerait pas de voir un Bitcoin qui va retomber à 9 000 $. Est-ce que ça veut dire qu'il faut revendre vos Bitcoins pour acheter plus bas? Non, parce qu'on n'en sait absolument rien si le Bitcoin va vraiment baisser ou pas. On n'en sait rien. Et si vous avez déjà acheté du Bitcoin, c'est pour une bonne raison. Ou alors ça veut dire que vous avez juste fait n'importe quoi. Vous avez juste suivi en fait votre instinct. Et dans ce cas-là, avant de faire quoi que ce soit, réfléchissez, mettez une stratégie au clair et appliquez-la. Parce que si vous commencez à trader
en suivant vos émotions, vous ferez n'importe quoi et vous gagnerez rien. Donc ça, j'espère que c'est bien clair. Alors, ce qui est aussi intéressant par rapport au Bitcoin, on va un petit peu plus parler en fait de fondamental, de données fondamentales. Là, je vous mets en fait le graphique de l'évolution des adresses Bitcoin actives. Donc là, on les voit, elles sont en vert par rapport au prix du Bitcoin. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que depuis qu'on a eu le crack sur les marchés financiers et sur le marché des crypto-monnaies, on a ensuite eu une reprise extrêmement forte, on l'a vu, hein. On est passé de 3 800 $ à 12 000 $ en l'espace de quelques mois, ce qui a surpris beaucoup de monde, moi y compris. Et surtout, on a l'activité du réseau qui, on le voit, elle a explosé. Elle a littéralement explosé et on est en train de réatteindre des niveaux de 2017, de fin d'année 2017. Donc ça, pour le coup, c'est quand même un signe qui est très important, qu'il y a une activité et des échanges qui sont en train d'exploser au sein de la blockchain du Bitcoin. C'est valable pour la blockchain du Bitcoin, mais pas que pour la blockchain d'Ethereum, c'est également le cas. C'est même pire que ça, parce qu'on a en fait déjà dépassé l'activité de 2017. Donc ça, c'est déjà un signe extrêmement haussier également. Deuxièmement, là, je vais vous mettre en fait le Whale Index. Donc le Whale Index, c'est quoi? C'est tout simplement l'évolution des gros portefeuilles. Donc gros portefeuille, ça veut dire supérieur à 1000 bitcoins. En valeur actuelle au dollar, c'est à peu près, on va dire 10-12 millions de dollars. Et là, en fait, on voit quoi? C'est extrêmement intéressant. Si vous regardez déjà, on va dire en fin d'année, même plutôt mi-année 2017 jusqu'au crack, c'est-à-dire début année 2018. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez en fait vraiment le graphique en vert, donc la ligne verte qui baisse fortement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tout le monde est en train de s'exciter sur le Bitcoin, super, le Bitcoin est à 10 000 $, 15 000 $, 20 000 $, qu'est-ce qui se passe? Tous les gros sont en train de sortir. Voilà. Parce que comme toujours, en fait, il faut comprendre que quand les débutants sont tous en train de rentrer, c'est là où les gros sont en train de sortir. Là, c'est extrêmement flagrant, on le voit. D'un côté, le prix explose. De l'autre, on le voit que tous les gros portefeuilles sont en train de liquider. Parce qu'eux, ils le savent très très bien. Là, le prix, il a suffisamment monté. Et c'est justement eux en plus qui vont enclencher, j'ai envie de dire, ensuite la forte vague baissière qu'on a eue durant toute l'année 2018. Ensuite, on le voit. Durant toute l'année, allez, on va dire 2018, voire 2019, tant que le prix du Bitcoin soit consolidé, soit baissé, on n'avait plus aucune activité. C'est-à-dire que ceux qui avaient encore des gros capitaux en Bitcoin, ils n'ont rien fait. Ils n'ont ni vendu, ni acheté. Et ensuite, quand il y a eu la phase de capitulation, quand le prix est passé en fait de 6 000 $ à 3 200 $, c'était un petit peu avant 2019, et bien là, on voit quoi? Tout de suite, on a une explosion. Vous voyez que la ligne verte remonte fortement. On a une énorme accumulation de nouveau de ces baleines qui ont vendu sur les plus hauts et qui là sont en train de racheter sur les plus bas. Donc là, on le voit, c'est vraiment flagrant. Sauf que là, on voit quoi? On voit qu'il y a une phase d'accumulation non-stop qui a commencé à peu près, on va dire, à la mi-année 2018, plutôt, on va dire, fin 2018 jusqu'à 2020. Là, on le voit clairement, ça fait que monter, 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 monter. Ça stabilise. Et là, c'est de nouveau en train de remonter. Ce qui est quand même intéressant de voir, c'est que quand on a eu le flash crash sur le Bitcoin, bon, il y a eu un petit peu de baisse, mais honnêtement, c'est pas significatif. Parce qu'en général, les baleines ne vont pas commencer à paniquer. Alors, certaines ont dû quand même paniquer avec les marchés financiers qui ont dévissé sévèrement. Donc, il y a eu quand même un petit peu de panique, mais vous voyez qu'au final, il n'y a pas eu autant de ventes que ce qu'on a pu avoir quand le Bitcoin avait vraiment pris énormément de valeur. Donc là, pour le coup, on est toujours en fait dans une phase de stagnation. Donc c'est intéressant en fait de suivre ça. À mon sens, à l'heure actuelle, on est encore loin d'être dans une phase où les baleines vont sortir. En tout cas, je ne pense pas. Je pense qu'il y a encore du potentiel. En tout cas, ce sera vraiment intéressant en fait de commencer à surveiller quand est-ce que les baleines vont sortir. Parce que quand il y a vraiment une baisse qui est significative, c'est pas pour rien, ils sont pas stupides, ils n'ont pas en général acquis autant de richesses pour faire n'importe quoi. Donc quand ils vont commencer à sortir, ce sera peut-être un signe que peut-être vous et moi également, il faudra peut-être commencer à sortir. Et moi, si je devrais spéculer, ben, je dirais que entre les 50 000 et les 100 000 $, ça paraît être une zone pour commencer à sortir qui, à mon sens, ne serait pas délirante, mais on pourra suivre ça également avec le Whale Index.
Donc c'est disponible sur Coinmetrics, mais je ne suis pas sûr que ce soit disponible pour la communauté. Donc je crois que c'est payant pour avoir accès à ce type de données. Mais si vous cherchez, peut-être que vous trouverez d'autres graphiques qui suivent l'évolution des portefeuilles qui ont plus de 1000 bitcoins. Alors bien sûr, petite précision, c'est uniquement les données en fait de la blockchain. Ce qui se passe sur les plateformes d'échange, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas si des grosses baleines vendent, en tout cas pas avec ce type de données. D'accord? Donc là, c'est vraiment les données de la blockchain des personnes qui vont retirer sur leur portefeuille les bitcoins directement. Donc voilà un petit peu pour le bitcoin. Maintenant, on va rapidement passer à la blockchain Ethereum avec l'Ether et notamment les frais qui ont explosé. Donc là, je vous mets rapidement donc les transactions sur la blockchain Ethereum. Alors, petite erreur, justement, j'avais dit que ça avait dépassé. Non, ça n'a pas dépassé, mais on est quasiment sur le même niveau en termes de transactions. Là, vous le voyez, on est vraiment sur le plus haut de 2018. Fin 2017, fin 2017, début 2018. Donc, l'activité, de nouveau, comme sur le Bitcoin, sur Ethereum, elle est vraiment en train d'exploser actuellement. Et c'est pas pour rien. Là, je vous mets en fait le graphique des frais, donc des gaz sur la blockchain Ethereum. Ils ont également explosé, là on le voit. Ils ont même rarement été aussi élevés. On va retrouver en fait des niveaux qu'on avait eu en 2016. C'est-à-dire vraiment au tout début en fait d'Ethereum, quand la blockchain venait à peine de sortir, on avait effectivement des frais en termes de gaz qui étaient très élevés. Là aujourd'hui, on tourne facilement, on va dire, pour vraiment que nos transactions passent rapidement, on peut aller jusqu'à 200. 200 en termes de gaz, ce qui est assez important en termes de frais. Pour une petite transaction, pour un tout petit transfert d'Ether avec une transaction qui n'est pas trop volumineuse, vous allez tout de suite payer 1 à 2 dollars de frais. Mais pour une transaction qui est beaucoup plus importante, par exemple sur Uniswap, faire un swap, là ça va être du 10 dollars, du 20 dollars et ça peut aller sur du beaucoup plus cher si votre transaction elle est très très volumineuse. Et aujourd'hui, avec les smart contracts et toutes les applications de la DeFi, il y a beaucoup d'applications qui sont très volumineuses. Je vous rappelle que le volume d'une transaction, donc la taille d'une transaction, ne correspond pas par rapport à la valeur en fait que vous allez transférer. Ça n'a absolument rien à voir. On peut transférer un Ether et payer une fortune et transférer 100 Ether et payer moins cher. D'accord? C'est vraiment que la taille de votre transaction qui ne compte dans le calcul du gaz et donc des frais de transaction. Donc ça a complètement explosé, ce qui rend très difficile, il faut le dire, l'utilisation de la blockchain. Actuellement, ça coûte extrêmement cher. Et de toute façon, ça on le sait, c'est un des gros problèmes justement d'Ethereum et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis d'Ethereum 2.0. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus être trop pressé parce que ça va quand même pas arriver tout de suite. Allez, on va terminer par un peu d'analyse technique de nouveau sur l'Ether. Donc Ether versus Bitcoin, vous connaissez un petit peu maintenant comment je travaille. Moi, il y a le Bitcoin et après, toutes les autres crypto-monnaies, pour moi, elles sont intéressantes uniquement si elles surperforment le Bitcoin. Sinon, autant directement être en Bitcoin, c'est beaucoup plus sûr que d'être sur tout un tas en fait, d'autres altcoins qui font beaucoup moins bien. Donc là, on est sur l'Ether contre le Bitcoin. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est dans un magnifique canal haussier depuis à peu près un an. Donc ça a commencé en fait depuis un an. On a travaillé un support. On a eu une première phase d'extension de hausse, puis de nouveau une phase de baisse où le prix a consolidé et puis de nouveau une deuxième phase d'extension. Donc là, moi, ce qui ne me choquerait pas, d'accord, ce qui ne me choquerait pas, c'est qu'on ait de nouveau une vague baissière. Maintenant, on verra. À mon avis, ça va être accompagné par le Bitcoin. Ça veut dire que si le Bitcoin ne baisse pas, si le Bitcoin continue encore à monter, je vois pas trop pourquoi est-ce que l'Ether prendrait une claque. Par contre, si le Bitcoin commence à tousser un petit peu trop fort, à mon avis, là, les alts, elles vont se prendre des baisses qui vont être beaucoup plus importantes. Et gardez bien en tête que tout ce qui a monté fortement va baisser beaucoup plus fortement également. Donc ça, c'est à chaque fois, c'est pareil. Tout ce qui n'a pas trop monté, qui a plutôt stabilisé, consolidé, quand le Bitcoin va baisser, ça baissera un petit peu, mais pas tant que ça. Par contre, en général, tout ce qui a fortement augmenté va beaucoup plus baisser. Et c'est justement là où les personnes qui vont shorter vont s'amuser. C'est sur toutes les cryptos qui ont énormément poussé parce qu'elles vont baisser davantage. Donc l'Ether, il a quand même bien poussé. Alors, si on le compare à tout un tas en fait, d'autres altcoins de la DeFi, pas tant que ça.
Donc il y a un potentiel de baisse qui à mon sens n'est pas non plus extrêmement élevé, mais je ne serais vraiment pas étonné en fait qu'on aille chercher le bas du canal. Moi ça ne me choquerait pas. Voilà. Maintenant, si on recasse par le haut le canal, là je pense qu'on partira sur une accélération haussière encore plus importante, mais ça voudra également dire qu'on aurait une baisse plus tard qui sera également plus importante. Donc pour construire un prix sur le long terme, eh ben, ce serait sain qu'on ait une petite vague baissière pour après repartir sur une vague haussière. Voilà. De toute façon, les marchés, ils évoluent comme ça. Ils évoluent par des vagues baissières, puis des vagues haussières. Et si on veut en fait qu'une tendance dure longtemps à la hausse, il ne faut pas qu'il y ait des hausses qui soient trop fortes. Il faut qu'il y ait des phases de hausse, puis de baisse, puis de hausse. Ça, c'est vraiment un marché qui va être sain et qui va pouvoir prendre de la valeur sur le long terme. Si on part tout de suite sur une très très forte accélération sur une parabole, honnêtement, c'est juste pour retomber. Voilà, ça sert absolument à rien. C'est pas comme ça en fait qu'on va construire un prix sur le long terme. Donc j'espère que c'est clair par rapport à tout ça. Donc de nouveau, est-ce que ça veut dire qu'il faut revendre vos Ethereum? Absolument pas. Tout dépend de votre stratégie. Gardez en tête que si vous voulez vendre dès que le marché va commencer à avoir une vague baissière, vous faites du day trading, d'accord? Ça, il faut bien le comprendre. Même le swing trader, lui, ne va pas revendre. Il va remonter son stop. C'est juste ce qu'il va faire. Il va attendre qu'il y ait une vague baissière, puis que ça reparte pour remonter son stop. Donc même le swing trader ne va pas commencer à se dire « là, je vais revendre parce que je pense que le prix va peut-être baisser ». Non, ça c'est vraiment la psychologie du day trader. Donc il faut choisir ce qu'on veut faire. Et si on fait de l'investissement, on va certainement pas commencer à se dire maintenant « ok, là je vais revendre pour acheter plus bas ». Ça c'est vraiment… Psychologiquement, c'est ce que va toujours se dire en fait le débutant, mais c'est absolument pas ce qu'il faut faire si on veut faire de l'investissement sur le long terme. Au contraire, vous allez attendre que l'Ether baisse pour remettre une cartouche à ce moment-là. Ça, c'est intelligent. Alors que revendre maintenant pour essayer en fait de racheter plus bas, ça veut juste dire que vous avez mal acheté et que vous n'avez aucune stratégie. Voilà. Et donc vous passerez votre temps à faire ça et honnêtement, vos performances vont être pitoyables. Voilà. Donc c'est pas ce qu'il faut faire. Voilà. Donc vidéo peut-être un petit peu courte et on est encore sur 20 minutes, comme quoi je parle un petit peu trop. Donc j'espère que c'est clair donc par rapport au Bitcoin, par rapport à l'Ether. J'espère que c'est un petit peu plus clair sur la psychologie à adopter pour investir, donc principalement pour investir. Hein. Si vous êtes swing trader ou day trader, c'est pas du tout, ce que j'ai dit en fait vous concerne pas vraiment. Mais en tout cas pour l'investisseur, j'espère que c'est clair. En tout cas c'est comme ça, à mon sens, qu'il faut réfléchir pour correctement investir. Donc si justement tout ça en fait ça vous intéresse, l'investissement dans les crypto-monnaies, peut-être que vous le savez, j'ai fait un programme qui s'appelle la Decrypt Mastery. Pour l'instant donc les portes sont fermées. Hein. J'ai fermé en fait les portes en début d'année il me semble. Là je suis en train de travailler sur une très très grosse mise à jour. Il y aura une réouverture des portes durant quelques jours, probablement en octobre-novembre. Je ne sais pas encore exactement quand. Donc si vous êtes intéressé pour rejoindre ce programme-là, il y a le lien pour vous inscrire sur la liste d'attente. N'hésitez pas à vous inscrire parce que les portes ne vont réouvrir que durant un court laps de temps pour ensuite refermer pendant quasiment une année. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire. Et la lettre d'investissement, elle est un petit peu en retard. Elle va partir dès lundi, c'est promis. Donc pareil, si vous voulez vous inscrire, le lien, il est dans la description. Moi, je vous dis en tout cas bon dimanche, bon trade, bon investissement et on se retrouve comme toujours dimanche prochain, même heure. Bye bye.